Voilà, je vais être assez bref puisqu'on se retrouve après la projection pour une conversation un petit peu plus longue. Mais voilà, pour parler un tout petit peu de production, c'est un film qui s'est fait, que j'ai eu envie de faire de manière un petit peu différente, de manière extrêmement rapide. Et en fait, entre le début de l'écriture et puis aujourd'hui, donc quasiment sa sortie en salle et via un passage à Cannes, il s'est passé à peine plus d'1 an. Et voilà, je voulais remercier Judith d'avoir embarqué dans ce projet un petit peu dingue qui était de finalement commencer à préparer tout en écrivant, tout en produisant, tout en fabriquant et voilà, sortir un petit peu des schémas habituels. Je voudrais évidemment infiniment remercier la Quinzaine d'avoir pris le film aussi vite avec autant d'enthousiasme et de lui avoir donné cette exposition dont maintenant je peux dire quelques jours après la projection à Cannes qu'elle a été vraiment merveilleuse vu l'accueil du film et en France et à l'étranger. Donc voilà, moi j'en suis très heureux parce que je vois toujours la Quinzaine comme un lieu extrêmement contemporain où les réalisateurs se reposent des questions, voilà, comme j'ai pu le faire au moment de cette fabrication de films. Donc j'ai été vraiment très heureux de cette invitation. Merci encore. Est-ce que tu veux dire un mot? Non. Donc, voilà, juste un petit mot. Alors, on arrive un peu seul, mais c'est vrai que 2 des acteurs principaux sont à Port-au-Prince, en Haïti. C'est vraiment compliqué à chaque fois les voyages. Et les 5 autres sont des jeunes filles de 15 ans qui sont un peu dispersées dans la nature. Mais voilà, je les aime. Je les aime beaucoup. Voilà, j'ai parlé d'Haïti. En effet, c'est dans ce petit film fait rapidement, il y avait aussi un gros pari qui était de tourner en Haïti, pays réputé comme étant un des plus compliqués, et on peut le confirmer. Mais l'une des fiertés qu'on a, je pense, c'est d'avoir tenu bon et d'avoir vraiment réussi à faire ce qu'on avait à faire dans ce pays. J'en suis vraiment très très heureux. Ben voilà, alors je vous souhaite donc une très bonne projection. Je vous donnerai les résultats de la Ligue des Champions. Et puis à tout à l'heure pour parler un peu. Voilà, je vous remercie. Merci Bertrand. Un commentaire là-dessus, peut-être déjà Non, mais j'avais dit un clin d'œil. C'est vrai que la chanson du générique de fin, c'est l'hymne de Liverpool. Voilà, donc pour l'instant, 1-0. On est à la 68e minute. Bon, plus sérieusement ou moins sérieusement, je ne sais pas. Peut-être que tu peux un peu nous parler de la genèse du film. Je crois savoir qu'il y avait 2 mots que tu avais écrits dans un carnet il y a très longtemps, Zombie et Haïti. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de cette période où ces 2 mots t'interrogeaient et comment tu les as littéralement actualisés? Oui, ben, en 2 mots, c'est vrai qu'il y a une période de ma vie où je me suis beaucoup intéressé à Haïti pour des raisons un peu personnelles, notamment parce qu'un ami très proche qui est décédé il y a presque 3 ans et qui a passé beaucoup de temps là-bas, qui a écrit sur Haïti, a tourné une fiction qui s'appelle Royal Bonbon, qui est sortie en 2003. Et donc, oui, et donc voilà, il me rapportait toujours ses histoires, sa passion, et il me faisait part de textes, etc. Donc à un moment, je me suis vraiment un peu plongé dans l'histoire de ce pays. Quand on s'intéresse à Haïti, c'est vrai que très vite, on arrive sur le vaudou. Quand on s'intéresse au vaudou, c'est vrai qu'assez vite, moins vite, mais quand même, on arrive un peu à ces histoires de zombies. Et notamment, j'étais tombé sur des textes d'un anthropologue qui s'appelle Laëna Curbon, qui parlait de ce Clervus Narcisse. D'ailleurs, parfois avec méfiance, mais voilà, moi je ne connaissais pas du tout ces pratiques, cette figure originelle, on va dire, du zombie, et que ça m'avait assez bouleversé, parce que c'est vrai que le zombie qu'on connaît nous, c'est quelqu'un qui est mort, qui n'a pas de place en enfer, qui revient, c'est une image de l'humanité perdue, etc. Mais là, le fait que cette personne ne soit pas morte, mais finalement juste arrachée à la vie, arrachée au monde, et projetée comme ça dans une forme d'esclavage, enfin, ça m'avait vraiment questionné, et ce Clervus Narcisse, qui donc, comme le film le raconte, s'est échappé au bout de quelques années pour ne pas pouvoir rentrer
chez lui, mais donc a été quelqu'un qui a erré comme ça dans les terres. Enfin voilà, c'était une double émotion sur ce personnage qui m'était resté, j'avais noté comme ça. Et quand je cherchais il y a un peu plus d'un an un film un peu, pas rapide à faire, mais oui, un petit peu rapide à faire, j'étais retombé sur cette mot, je me dis en fait voilà, Clairvius c'est quoi? C'est aussi quelqu'un qui marche dans les terres d'Haïti, la tête baissée, et en fait c'est une image quasiment suffisamment forte pour être fondatrice d'un film à venir, et finalement pas si compliqué à filmer que ça. Donc j'étais parti de cette image-là, et après à partir de là, bon, j'ai construit un récit évidemment, mais c'était le fondement, c'était ça. Un récit, je dirais même deux récits, puisqu'il y a deux récits en film. Et est-ce qu'il y avait déjà, dès le début, cette idée de faire un récit où Clairvius Narcisse irait de la mort vers l'amour, et les jeunes adolescentes iraient de l'amour vers la mort? Alors ça s'est fait en plusieurs temps. C'est vrai que j'ai un peu menti, c'est-à-dire que quand Clairvius revient en 1980 à Port-au-Prince, bon, moi j'ai mis le cap, mais il retrouve sa sœur. Là j'ai un peu inventé, je trouvais ça beaucoup plus beau qu'il retrouve sa femme, enfin voilà, comme en effet un trajet qui va de la mort vers l'amour. Après, c'est posé surtout une question qui est celle de comment raconter cette histoire, et surtout de quel point de vue la raconter. Ça m'a semblé assez rapidement évident que ça ne pouvait pas être juste son histoire, que je ne pouvais pas simplement aller uniquement en Haïti pour filmer ça. Il fallait quand même qu'il y ait un point de vue, pour aller vite, plus français éventuellement, et même plus blanc en fait. Donc je lui ai inventé une petite fille dont les parents seraient morts pendant le tremblement de terre, dont la mère aurait eu la Légion d'honneur, etc. Je lui ai inventé une petite fille qui serait en France pour en fait avoir un point de vue qui vienne d'ici. Donc j'ai assez vite pensé au groupe de jeunes filles, et après voilà, j'ai cherché un pensionnat qui serait encore en activité aujourd'hui, et je suis tombé sur ce lieu assez étonnant que je ne connaissais pas, qui est donc le pensionnat de la Légion d'honneur, que je recommande à tous ceux qui ont des enfants, des filles, des jeunes filles. Si vous avez la Légion d'honneur, voilà, c'est une expérience. Voilà. Donc ça existe vraiment Alors je n'ai rien inventé, parce que moi j'ai aucune imagination, c'est-à-dire que je suis allé dans ce décor et j'ai vu comment ça marchait, enfin je m'étais pas mal renseigné auparavant, mais tout est tel quel, hein, les uniformes, cette révérence à l'envers, enfin, voilà, tout est comme ça. J'ai tenu vraiment à ce qu'on fasse le plan où on voit le Stade de France, etc., parce que je voulais montrer aussi que voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est à Saint-Denis, je sais que ça a l'air hors du temps, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Hop, donc il y a un micro qui est à votre disposition. Bonjour, j'ai 4 questions. Première, combien de jours de tournage? Deuxième question, combien d'heures de rush? Combien de jours de tournage? Oui. Deuxième question, combien d'heures de rush? Troisième question, est-ce que tu es inspiré de Stephen King, Cimetière? Et quatrième question, c'est combien le budget du film? Merci. Okay. En fait, c'est des questions assez simples. Et je pense pouvoir répondre à toutes. Alors, combien de jours de tournage? J'avais 22, je crois. Enfin, c'était... divisé entre la France et Haïti, peut-être? Oui, on a fait... En fait, la première chose que j'ai écrite du film, quand j'ai eu à peu près l'idée générale, c'est le plan de travail. Je me suis dit, tiens, voilà, je voudrais faire un film très rapidement, pour très peu d'argent. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un plan de travail, et puis après écrire les scènes en fonction de ce plan de travail. Donc j'ai dû mettre 10-12 jours dans le pensionnat, 3 jours chez la tante, et 8 jours en Haïti. Ensuite, le budget est autour d'1,5 million 6. La deuxième question, je l'ai dit... L'heure de rush, pas beaucoup, parce que quand on décide de tourner en si peu de temps, c'est vrai qu'il faut tourner de manière assez utile, donc j'avais dans ma tête énormément préparé le film, et que par exemple de mémoire, je pense qu'il n'y a que 7 ou 8 plans que j'ai tournés qui ne sont pas montés, donc 4 de nature morte. C'est-à-dire que tout ce qui a été tourné est monté, en fait. Donc il n'y a pas beaucoup d'heures de rush, c'est-à-dire qu'il doit y avoir à peu près le film, fois, je sais pas, 3-4, parce que je fais vraiment très très peu de prises. Cimetière de Stephen King, je ne l'ai pas lu, ni vu, et voilà, j'ai répondu à tout. Non, il y a des autres? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que tu peux nous parler peut-être de la... Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a très peu de questions, c'est que ça veut dire que les gens ont tout compris. Bonjour.
Je suis curieuse pour la révolution, en fait, le speech du début du prof. Enfin, j'aimerais bien avoir plus d'explications. Le cours d'histoire? Le cours d'histoire et la référence au palais, là. Sur le cours d'histoire et la réponse? Ouais, enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi vous l'avez intégré et voilà. Non, en fait, c'est un film à la fois qui était assez cohérent dans ma tête sur sa fabrication, c'est-à-dire son rapport entre sa rapidité, son sujet, son budget, etc. Et en même temps, à l'intérieur de cette espèce de cohérence que j'ai cherchée, que j'ai voulu assez libre. C'est un film assez hybride, en fait, dans le sens où il traverse un petit peu le film de genre, mais même que ce soit le teen movie, voire ou les films un peu de genre, ou tout simplement fantastique, un peu même l'anthropologie quand on va aller filmer certaines choses en Haïti, etc. Et même un petit peu, on va dire, le documentaire quand il s'agit d'une scène comme celle dont vous parlez. Et dans cette liberté, j'avais envie de m'autoriser un peu ce que je voulais, notamment une prise de parole assez forte en début de film. Voilà, on est dans un pensionnat, donc il y a des cours, et cette prise de parole, j'avais envie de l'offrir à quelqu'un. Donc avec Judith, on a opté pour Patrick Boucheron, qui est un historien à la fois en ce moment extrêmement passionnant et très bon orateur, et puis qui a une manière de penser assez particulière, puisqu'il ne travaille pas du tout de manière chronologique, mais avec des idées un peu transversales comme ça. Enfin, donc, voilà. Et je lui ai... il se trouve qu'il aime bien mes films, donc il a accepté assez rapidement. Moi, j'ai donné le thème que je souhaitais, c'est-à-dire les deux courants du libéralisme au XIXe. À partir de ce moment-là, je l'ai laissé complètement libre. Je ne savais pas du tout ce qu'il avait préparé comme cours. Et voilà, moi, ça a été évidemment un immense cadeau de voir à quel point le cours qu'il avait préparé, qui est d'ailleurs la première chose qu'on a tournée, en arrivant au pensionnat, était quelque chose qui avait complètement éclairé, non pas éclairé le film, parce que ça vient au début, si c'était à la fin ça éclairerait, mais enfin infusé sur le film. C'est-à-dire, au-delà de ma demande, qui était ce sujet d'histoire, de parler de comment est-ce qu'on peut raconter une histoire de manière continue, discontinue, ses points de résurgence, qu'est-ce qu'une expérience, etc. Voilà, moi après il a fait 20 minutes, j'ai raccourci à 5-6, mais ça a été, c'est la seule chose qui n'est pas écrite du film, c'est son cours, et ça m'est arrivé vraiment comme un immense cadeau, et d'autant plus que c'était la première chose tournée, donc ça a donné, même pour moi, une lumière sur ce qu'il y avait à faire. Mais pour reparler, c'était aussi moi m'autoriser à donner une parole que j'espérais forte à quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu voulais qu'il parle des deux courants du libéralisme? Parce que c'était quelque chose qui m'intéressait un petit peu par rapport à l'histoire entre la France et Haïti, tout ce qui s'est... Enfin, le post-Napoléon, etc. Voilà, on essaie... Moi, mon but, évidemment, ne peut pas être de donner ni une leçon, ni dire le sujet du film, c'est ça, etc. Enfin, mais en revanche, Patrick Boucheron, il peut le faire. Voilà, c'était aussi lui donner cette possibilité, qui parle pour moi. Il y a une question ici. Alors c'était pour savoir par rapport à la bande originale du film que vous avez composée. Vous l'avez composée comment par rapport au tournage, avant, après, vous êtes adapté sur les images? J'avais composé une partie, j'ai pas fait le morceau de Damso. Hein. J'aurais bien aimé par ailleurs. Mais, non, j'ai fait un peu comme je fais toujours, c'est-à-dire que j'essaie de faire ça entre le moment de l'écriture et le moment de la préparation. Donc j'essaie en tout cas qu'avant qu'on arrive en tournage et surtout en montage, les morceaux soient prêts. Pas finalisés, mais prêts. Donc là j'ai fait un truc très très basique, c'est-à-dire que globalement une tonalité pour les films, une tonalité pour Haïti. Bon, que j'avais décidé par rapport à certaines choses, les voix de jeunes filles pour les filles, et puis une espèce d'électronique
minimaliste, non rythmé pour Haïti, pour laisser passer des sons, enfin bon voilà, c'est tout. Enfin logiquement, j'ai essayé de tout enregistrer avant qu'on arrive au tournage, ce que j'ai pu faire. Et après en montage, on a les morceaux, puis après on les adapte scène par scène. Oui, bonsoir. Je me demandais, est-ce que le fait d'aller jusqu'au fantastique avec l'incarnation du baron Samedi était présent dès le début de l'écriture, ou est-ce que c'est venu parce que vous auriez pu vous en tenir aux zombies, qui est un phénomène réel? Est-ce que le fait d'aller jusqu'au fantastique était présent dès le début de l'écriture, ou est-ce que c'est venu au cours de l'écriture? Non, en fait, c'était dès le début. D'abord, le film terminé est extrêmement proche du scénario. Je pense qu'il y a 2 scènes qui se sont inversées, bon, c'est très proche. Et puis, entre la première version et la dernière, en fait, j'améliore, mais je ne change pas beaucoup. Voilà, mon défaut étant d'être un peu têtu, peut-être. Mais c'est vrai que je ne change pas beaucoup, juste j'améliore. Mais c'est vrai que c'était là dès le début. Encore une fois, hein, j'utilise le mot liberté, s'autoriser à, mais parce que c'était hyper important pour moi à ce moment-là. Mais s'autoriser à démarrer avec Patrick Boucheron et terminer avec le Baron Samedi, ça faisait partie des désirs que j'avais en tout cas. Donc que le film bascule en tout cas aussi dans les 20 dernières minutes, c'était un truc que j'avais envie dès le départ. Questions? Il y avait des questions pour vous? Bonsoir. Vous parliez il y a quelques minutes de Damso et il y a 2 de ces morceaux qui viennent dans le film. Est-ce que vous pouvez nous parler de pourquoi cet artiste? Est-ce qu'il y a une symbolique particulière ou un rapport particulier à cet artiste? Ouais, alors c'est assez simple. En fait, je vais avouer, bon, ça c'est aussi mon âge, hein, c'est que je ne savais pas trop qui c'était. Et quand j'étais en train d'écrire, j'avais cette image des jeunes filles dans leur sororité littéraire qui chanteraient quelque chose un peu de très très contemporain et qui appartiendrait à la musique contemporaine d'aujourd'hui pour les jeunes, et donc un peu ce style-là. Et il se trouve que j'ai une fille qui a le même âge que le personnage, et j'ai regardé quel était le dernier morceau qu'elle avait écouté, et c'était celui-là. J'ai été un peu surpris. J'ai dit, ok, il faut que tu acceptes, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai voulu respecter, façon jeu de mots, et c'est celui-là que j'ai pris. Et je dois avouer que même si j'étais un peu surpris à la première écoute, en fait, je trouve ça vraiment hyper bien et extrêmement bien écrit. Et je trouve que Damso a vraiment beaucoup de talent. Il y a une question aussi là. D'abord, félicitations pour votre film. Je me demande comment vous avez fait pour vous imprégner de tous les codes et les rituels voodoo, la recherche que vous avez fait, la première scène avec le blowfish et la petite poudre qui vient dans ses souliers. Juste élaborer sur ça. En fait, c'est assez simple, hein, c'est que c'est de la documentation pure. J'entends votre accent, vous êtes canadien, et c'est vrai qu'il y a une énorme communauté haïtienne au Canada. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'écrits d'anthropologues par exemple sur le cas de Clavius Narcisse, donc il revient en 1980, et il y a tout de suite un anthropologue canadien qui s'appelle Wade Davis, qui écrit sur lui et qui est par exemple totalement obsédé avec la formule de cette poudre de zombie. Enfin, les Nord-Américains étaient obsédés avec ça, parce qu'évidemment, quand on voit tout ce qu'on peut en faire, de manière positive ou négative, ils avaient même pensé se dire, tiens, si on envoie quelqu'un sur Mars, on va pouvoir le mettre en léthargie avec la poudre de zombie, etc. etc. Donc ce Canadien écrit en 1980 un bouquin qui s'appelle The Serpent and the Rainbow, qui a donné lieu à un film de Wes Craven ensuite. Donc voilà, ça c'était très axé sur cette poudre-là. Après, sur le vaudou, de manière générale, il y a eu des ouvrages de référence d'anthropologues, peut-être le plus connu étant un bouquin des années 50 d'Alfred Métro, qui s'appelle Le vaudou haïtien, voilà, que j'ai lu, j'en ai lu 7-8. Après, j'ai essayé d'arriver un petit peu chargé de certaines connaissances, certainement pas suffisamment. Il n'y en a jamais assez. Mais
voilà, ça a été beaucoup par les livres, en fait. Et par les films également? Enfin, je rebondis sur la question. Et par les films, en fait, très peu. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai revu aucun film de zombies parce que c'est pas du tout mon sujet. Uniquement le film de Tourneur, qui est encore un film vaudou. Encore un film vaudou, encore un film des Caraïbes, etc. Ça se passe dans une île proche d'Haïti. Il y avait aussi The White Zombie, qui était un film qui se passe en Haïti. Voilà, en fait, il y a un bouquin à la fin des années 20 qui paraît autour d'Haïti qui s'appelle L'île magique et dans lequel on évoque dans un long chapitre les zombies. 5 ans après apparaît le premier film américain de zombies, mais qui est encore un film haïtien quelque part. Puis il y a le Tourneur, et après ça bascule. Mais ça a été beaucoup plus les livres que les films. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question là-haut tout à l'heure, je crois, de mémoire. Il y avait une question. Bonsoir. Allez-y. À votre appareil, je voulais juste savoir comment ça a été pris, le fait que vous veniez à Haïti sur ce sujet-là, comment eux là-bas c'est tellement important, comment ils vous ont su en fait, ils vous ont plutôt mis des bâtons dans les roues, plutôt aidé, ou comment c'est passé en fait? Alors, non, c'est une vraie question. Hein. Alors, ça n'a pas été des bâtons dans les roues, ça a plus été une forme de méfiance, une méfiance qui est par ailleurs extrêmement légitime, hein, c'est-à-dire l'étranger blanc qui arrive en Haïti, qui dit je vais parler du vaudou et des zombies, voilà, j'ai une phrase que j'ai entendue qui était quand vous arrivez avec une caméra, c'est comme vous arrivez avec un fusil. Je comprends, elle est légitime parce que ces deux aspects d'Haïti que sont le vaudou et les zombies ont été aussi utilisés pour diaboliser l'île à certains moments. Donc c'est pas des bâtons dans les roues, c'est vraiment une méfiance qui est tombée petit à petit pendant le premier voyage à force de discussions, de rencontres, avec ce qu'on peut appeler pour aller vite des intellectuels, enfin qui sont expliquer le projet, expliquer pourquoi on le fait, expliquer quel est son point de vue, son point de départ, éventuellement ce qu'on cherche. Mais c'est certain qu'il y a un trajet à faire qui est délicat, en fait, qui est délicat sur pourquoi on arrive dans cette île et pour parler de ces sujets-là. Après, ce chemin, il a été fait et on a plutôt été aidé par les Haïtiens. D'ailleurs, la majorité de l'équipe là-bas était haïtienne. On avait une productrice exécutive sur place qui s'appelait Getty Félin, qui a énormément aidé à ce travail et au fait qu'on soit accepté. Même aller filmer une cérémonie vaudou, qu'un Ougan accepte qu'on le regarde, etc. Voilà, ça a été c'est pas que ça a été difficile, mais c'est un temps qu'il faut prendre et qui est un peu latéral. Je vais revenir un peu en arrière, mais c'était quand vous parliez de Damso. Moi, cette séquence du film, ce qui m'a intéressée, c'est de voir des très jeunes filles en train de chanter une chanson très misogyne, comme toute celle qu'écrit Damso. Et ce qui est un peu un des paradoxes récurrents on chante des choses qui sont pourtant clairement agressives pour nous-mêmes. Mais du coup, ce qui me surprend, c'est votre commentaire à vous, là, il y a 5 minutes, en fait, c'est un artiste qui écrit très bien. Et donc, je m'attendais vraiment à ce que vous parliez de cette chose critique et assez paradoxale de oui, ces très jeunes filles, très pures, je les mets dans cette situation-là, et puis elles s'emparent de paroles qui vont à l'encontre de leur intégrité. Et du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce que c'était ça que vous disiez après. Alors d'abord, je vais juste vous reprendre sur un truc, je l'aimais, etc. Elles s'y mettent toutes seules. C'est-à-dire qu'en effet, moi j'ai découvert ça par ma fille, mais quand on a fait le casting, j'ai dû voir à peu près une centaine de filles, pendant le casting, je faisais des essais sur Damso pour les faire danser, etc., etc. Elles connaissent toutes par cœur, elles en sont dingues. C'est-à-dire que ce paradoxe, je pense qu'elles l'ont totalement intégré, elles savent très bien ce qu'elles chantent et pourquoi. Et j'ai rajouté une scène entre la jeune haïtienne Mélissa et sa tante qui dit « je suis un peu gênée, machin, etc. » Elle dit « ça va, c'est pas parce que tu écoutes Damso que tu ne sais pas qui tu es. » Et je pense que les jeunes filles de 15 ans, elles sont pas, elles ne chantent pas quelque chose qui est contre elles. Il y a presque quelque chose
de le dépasser, d'en jouir et de pouvoir en profiter tout en restant qui elles sont. Enfin, je le pense intimement. Et après, quant au fait que je dise que c'est bien écrit, je pense que c'est vachement bien écrit. Même si, voilà, il joue un jeu comme ça, il joue un truc, mais qui est un truc d'époque aussi. Il le maîtrise. Je ne crois pas que ce soit d'époque d'être misogyne. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement intéressant. Je ne pense pas qu'il soit misogyne. Quand je dis il joue un jeu, c'est à cet endroit-là. Après, je ne peux pas parler à sa place. Merci beaucoup pour votre film. Par là. Une petite question sur le pensionnat de la Légion d'honneur. Est-ce que vous aviez, dès le départ, souhaité, en fait, finalement, confronter deux univers fantastiques qu'on voit dans les films, c'est-à-dire, effectivement, les zombies et le vaudou à Haïti, et puis en France, finalement, vous avez trouvé un univers qui est aussi, dans certains films américains, il y a des pensionnats comme ça, où il y a un univers fantastique. Est-ce que c'était volontaire de confronter, parce que il y a un moment dans le film, il y a un basculement, bon, quand il y a une des jeunes filles qui vomit sa purée, moi j'ai cru qu'il se passait quelque chose, quoi. Après, ce qui était volontaire, c'était évidemment de confronter deux mondes, ça c'est sûr. Le contraste et tout, voilà, quelque chose qui, moi, m'intéresse. Alors d'un côté, il y a la France, d'un côté Haïti, d'un côté, il y a aujourd'hui le côté des années 60. Vous pouvez avoir le côté un peu lumineux, comme ça, et le côté un peu pénombre, nuit américaine en Haïti, des filles qui parlent beaucoup, un homme qui ne parle pas, en fait, etc. Voilà. Il y a tous ces contrastes un peu évidents que, évidemment, j'ai cherché. Après, il y a des choses qui me sont apparues un petit peu après coup, c'est-à-dire, en effet, il y a des rituels en Haïti, mais il y en a aussi, finalement, dans ce lieu-là. Le côté film de campus, je suis très heureux qu'il existe, mais je n'ai pas tant voulu que ça. En fait, il m'est apparu petit à petit. Comme il m'est apparu petit à petit que, en fait, c'était l'intuition d'aller vers la Légion d'honneur et en fait ouvrait plein de portes, enfin même par rapport à Haïti, le fait que c'était conçu par Napoléon et que le rapport entre Napoléon et l'Haïti via l'esclavage est quand même assez important. Enfin, tout ça, je ne les ai pas vraiment calculés, mais ils me sont apparus petit à petit. C'est des intuitions qui ont donné lieu à des grilles de lecture et parfois qui me sont apparus hyper tard et parfois qui me sont donnés par d'autres gens que moi-même. Moi, je fais un peu les trucs au hasard, et après, je vois si ça marche, et puis voilà, des fois oui, des fois non. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en profite pour vous informer qu'on est à 2-0 pour Liverpool. Oui, c'est une question concernant ce que je pense être le palais du roi Christophe qui se trouve dans le film, le palais sans souci. Est-ce que ce palais que vous avez utilisé dans le film, c'est uniquement pour des raisons de beauté, la nuit, etc. Ou est-ce qu'on peut faire un parallèle, sans aller trop loin, bien sûr, entre l'empereur Napoléon, qui a fait payer très très cher la liberté d'Haïti, puisqu'ils ont payé pendant, etc., et le palais du roi Christophe, voilà. Parce qu'il va quand même, le zombie va se promener dans tous ces endroits. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Hein. Non, c'est pas un hasard. Alors d'abord, il y a une raison un petit peu affective. C'est vrai que j'ai parlé de mon ami tout à l'heure, Charles Najman, et qui a situé les 2/3 de son film dans ce palais, et que à chaque fois que je voyais... Enfin, il y avait un truc qui me touchait beaucoup dans cette ruine, comme ça. Et j'étais très ému la première fois que j'y suis allé pour de vrai, on va dire. Après, c'est certain que de relier la Légion d'honneur, enfin de relier la France au roi Christophe, voilà, ça fabrique encore une fois, j'ai pas envie d'être trop didactique. S'il y en a un qui peut l'être, c'est l'historien, c'est le prof d'histoire, c'est pas mon rôle. Mais voilà, s'il y a des espèces de passerelles un peu souterraines comme ça, ou des choses, ça me suffit largement. Oui, en fait, j'ai été à l'école de Légion d'honneur et du coup, je me demandais si vous avez des questions. Je me demandais comment vous avez fait votre recherche et si vous étiez au courant des groupes secrets qui existent en effet, mais qui sont très marqués par la classe, classe sociale. Comme j'ai dit tout à l'heure, en effet, je ne connaissais pas l'existence de ce lieu, que je trouve quand même assez spectaculaire, si je peux me permettre. Il y a des choses que j'ai apprises, il y a des choses que j'ai totalement inventées.
parce que voilà, c'était des fantasmes à moi, etc. Et c'est vrai que quand on a demandé à tourner dans le lieu, les patrons, enfin, la surintendante, etc., ont demandé à lire le scénario, qu'on leur a donné. On a peut-être dû couper un peu voilà, les choses d'Amso, peut-être, je sais pas, enfin, pour cause de misogynie. Et en fait, la première chose qu'ils nous ont dite, c'est dit, mon Dieu, c'est dingue à quel point c'est juste, notamment sur ces groupes, sur la nuit, sur tout ça. Bon. Et donc voilà, mais après, j'ai rencontré une personne qui avait été aussi pensionnaire, qui m'a un peu aiguillé sur un truc qu'il n'y avait pas à un moment. C'était aussi le sentiment, le rapport au temps, le rapport à l'enfermement, à l'éloignement du monde. J'ai trouvé que la dépression était bien représentée. Je vous remercie. Et ça, quand vous êtes sorti, après ça allait, quoi. Oui. Voilà, vous allez en pleine forme. Donc, Bonsoir. Une question sur le dernier plan avec Mélissa. Une question sur le dernier plan avec Mélissa. Pourquoi une musique américaine un peu 50s, 60s? En fait, au-delà du fait qu'elle est américaine, c'est... Alors, j'aime bien Liverpool, mais bon, 2-0 pour l'instant. Non, mais c'est surtout ce que raconte le texte. Enfin, pour moi, le texte raconte le film. Enfin, c'est sur à la fois ce qu'a pu être la vie de Clervus Narcisse et ce que sera peut-être la vie de Mélissa plus tard. C'est-à-dire tu ne marcheras jamais seul. En effet, tu es dans la tempête, tu es dans le sombre, etc. Mais tu trouveras à un moment une lumière au fond et une des beaux colonnes. Voilà, c'était terminé quand même sur... Enfin, je mets beaucoup de temps à trouver les musiques de fin de mes films, et puis d'un coup, quand on la trouve, ça devient une telle évidence que moi, voilà, c'était celle-ci et pas une autre, mais c'est vraiment pour le texte beaucoup plus que sur le fait français, c'est le 60s ou pas. Ouais. Et pour compléter sur la chanson, tu me disais qu'il y avait un super papier dans l'IP aujourd'hui. Il y a un grand article de Libération aujourd'hui sur cette chanson. Mais c'est plus lié à la Ligue des Champions qu'à mon film. Bonjour, merci pour le film. Je voulais juste revenir sur la question du contemporain. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce film-là en particulier, mais aussi dans votre précédent film, sur la façon que vous avez de filmer et d'interroger les nouveaux médias de communication, les téléphones, les réseaux sociaux, etc. Donc si vous pouviez en dire plus là-dessus. Et notamment, ce qui m'intéresse là dans le film en particulier, c'est la façon dont vous traitez l'histoire d'amour de Fanny et la non-présence pendant tout un temps de son amant au sens corporel. Comment vous avez traité finalement le fait qu'il apparaisse à quelques reprises, et si ça vous a apparu comme une nécessité ou si... Voilà. Bah, il apparaît sans apparaître, hein, il apparaît un peu dans sa tête. D'ailleurs, il y a un moment, on peut même se poser la question jusqu'à quel point il n'existe pas, jusqu'à quel point elle pourrait se fabriquer cet amour, se fabriquer même cette rupture. Enfin voilà, on est aussi dans des émois adolescents très à vif, très puissants, plein d'imaginaire. Voilà, chacun peut le lire un peu comme il veut. Après, sur le contemporain, c'est pas quelque chose que je recherche absolument, parce que je pense que si c'est une obsession, on est déjà en retard, quelque part. Voilà, et je pense qu'il faut un petit peu être réceptif aux choses et naviguer en étant réceptif plutôt que de se dire, mon Dieu, il faut que je sois contemporain, parce que là, on est déjà has-been. Et puis alors le contemporain, je ne pense pas qu'il soit uniquement sur... Enfin, j'espère qu'il n'est pas que sur une utilisation de l'électronique, etc., qui se joue à un autre niveau. Après, c'est pas moi de le dire. Ouais. Non, mais simplement, c'est une question de cinéma compliquée, quoi. Comment filmer un texto et vous l'interrogez. Alors ça, pour le coup, ça c'est des questions plus que je me pose beaucoup plus, en effet, de comment faire. Et le film précédent qui s'appelait Nocturama, dans lequel il y avait beaucoup d'échanges comme ça, d'SMS, de machin, etc. Ça, c'est plutôt des questions assez marrantes. C'est-à-dire, à chaque instant, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Par exemple, quand on parle d'Instagram, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une image d'Instagram ou de regarder le visage des filles qui arrivent à Instagram? Voilà, ça c'est des
questions basiques un peu de mise en scène, qui sont assez marrantes en effet aujourd'hui, où tout est tellement montré, tellement que des fois, voilà, le choix de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas. Question. Merci. Il y avait une question de Jeff. Fini ici. Allez-y, allez-y. Ok, merci. Bonsoir. Alors effectivement, vous parlez de Nocturama. J'en profite pour vous dire que ce film me hante encore un peu. Donc merci. Mais non merci, mais merci quand même. C'était chouette. Ouais, je vous remercie parce que je ne peux pas dire qu'il était extrêmement bien accueilli. Je sais bien. Ça me fait d'autant plus plaisir. Mais c'est resté gravé quelque part par là, donc je peux exorciser un petit peu aujourd'hui, ça me fait plaisir. Exorcisons ensemble. Mais justement, du coup, je faisais un peu le jeu des comparaisons avec votre dernier film, et je constate que c'est aussi des récits très crépusculaires, qui ont des ponts en commun, des pommes de jeunes, cette manière d'embrasser la mort, ce genre de choses. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver un côté un peu balle rebondissante à votre œuvre, à votre filmo, jusqu'à aujourd'hui. Et je me demandais justement s'il y avait un autre genre de film que vous voudriez embrasser pour l'avenir. Qu'est-ce que balle rebondissante dans quel sens? Que vous faites des films qui sont quand même assez différents, qui parlent de thématiques proches, mais qui embrassent des genres qui n'ont pas grand-chose à voir les uns des autres. Alors, c'est un souhait, c'est-à-dire que quand on a une grande peur, c'est celle de se répéter, et dans mon cas, une peur encore presque plus grande, c'est celle de devenir ce que d'autres disent que vous êtes en train d'être. Enfin voilà, c'est des espèces d'angoisse comme ça, etc. Donc on essaie toujours non pas de se surprendre, mais d'aller ailleurs, etc. Après, moi j'entends vachement, par exemple, que les gens me disent en fait tu fais toujours le même film, quoi. Donc voilà, mais bon, après c'est comme ça, hein, on essaie de tout brûler, puis en fait on construit toujours la même maison. Après, des genres différents, en fait, je ne sais pas du tout. Embrasser la science-fiction, ou complètement le crépusculaire, ce genre de choses. Un récit eschatologique ou apocalyptique. Non, on est traversé par mille envies. Après, je ne sais pas du tout aujourd'hui quelle est l'envie qui va durer suffisamment longtemps pour donner l'énergie qu'il faut pour faire un film pendant plusieurs années. Enfin, ma phrase est un peu compliquée, c'est juste pour dire en fait je ne sais pas du tout ce que je vais faire après. On sera là quand même. Merci. Une comédie musicale. On va prendre une dernière question ici. Bonsoir, merci pour ce film très original. Et je voulais vous demander, est-ce que le public haïtien a vu ce film? Alors non, pas encore. En fait, le film a été fini il y a 15 jours. On est parti directement à la Casa des Réserves pour présenter. Il y a eu d'Haïtiens, les deux comédiens qui sont venus de Port-au-Prince et la productrice exécutive. En fait, c'est tout. On a prévu en 2020 de faire une petite tournée là-bas de, je sais pas, 5-6 villes. Mais je pense qu'avant 2020, on n'aura pas. Mais en tout cas, une tournée là-bas est prévue. Et une deuxième question, dans votre film, vous dites, je voudrais savoir si ça fait partie de la fiction elle-même, qu'il y aurait 2400 zombies ça fait partie de votre imaginaire? Il faut savoir que les zombies en Haïti, il y a quelque chose quand même d'un peu tabou. C'est-à-dire que les Haïtiens là-bas qu'on rencontre, ils disent oui, mais non, mais peut-être, on ne sait pas, mais non, voilà, c'est quelque chose qui, c'est quand même un peu le côté un petit peu sombre de certaines pratiques du vaudou. Par ailleurs, on sent, par exemple, quand je faisais le casting pour trouver ceux qui allaient faire le ou les zombies, parce qu'il y en a plusieurs, etc., on voit bien qu'ils le faisaient tous de la même manière. C'est pas moi, je ne les ai pas dirigés quelque part. C'est tellement fortement ancré dans leur culture, dans leur imaginaire, dans leur histoire, etc. Donc, ces chiffres à la fin, en effet, c'est des il paraît. Comme il paraît que tout. Voilà, c'est ça aussi l'inconscient collectif, ou ces histoires un peu cachées et très fortes. Et puis je voulais vous demander, c'est une question peut-être un peu personnelle, de votre côté, vous pouvez répondre ou pas, est-ce que vous-même vous avez assisté ou participé à un rite vaudou? Pendant la préparation
On a pu assister à 2 cérémonies vaudou, par ailleurs extrêmement différentes l'une de l'autre. La cérémonie qu'on voit à la fin, c'est entre guillemets une vraie cérémonie, c'est-à-dire que c'est un Ougan, un vrai prêtre, qu'on est allé voir. Il a demandé pourquoi la cérémonie était faite. On a dit c'était en hommage d'un mort qui est mort il y a tant d'années. Il a dit bon, d'habitude on fait ça plus proche de la mort, mais en même temps pourquoi pas, parce qu'on peut faire des cérémonies pour n'importe quoi, etc. Il a proposé un déroulé de cérémonie. Nous, on lui a demandé 2-3 petites choses, à savoir de pouvoir lui mettre un HM, de pouvoir mettre quelques ampoules pour que la caméra puisse enregistrer, parce que c'est souvent assez sombre, etc. Et après, il a dit, voilà, ça va commencer à 20h, ça terminera à minuit. Et nous, on s'est baladé avec la caméra pour capter les... Donc voilà, bon, évidemment, c'est une cérémonie un petit peu arrangée, puisqu'ils sont très conscients que la caméra est là. Mais sinon, on en a assisté à 2, voilà. Je vous remercie. C'est moi. Merci Bertrand Bonello. Merci.